Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Malik Rajan, le fondateur du club du pricing, qui répond aux besoins de plus de 7000 professionnels du pricing à travers l'Europe, dont plus de 2500 francophones. Si vous n'êtes pas encore adhérent, sachez qu'en le devenant, vous aurez accès à des dizaines d'heures de replay en ligne, conférences passées ainsi qu'au PDF. Vous aurez un accès illimité à tous nos événements, ainsi que d'autres avantages que je vous laisse découvrir dans le lien qui va être posté en conversation. Le voici. Pour présider notre webinaire d'aujourd'hui, nous avons le grand privilège d'accueillir Didier Vrignot, qui a activement préparé ce webinaire aux côtés de nos intervenants d'aujourd'hui. Bonjour Didier. Bonjour Malik. Didier a 30 ans. Je pourrais m'arrêter là parce que Didier a 30 ans dans sa tête, mais il a surtout 30 ans de métier chez Manpower autour de fonctions de contrôle de gestion et d'administration des ventes. Et surtout, la création, il y a plus de 10 ans maintenant, du département pricing, puis de la fonction performance commerciale. Enfin, cerise sur le gâteau, nous avons la chance de compter Didier au sein du Board of Advisors du club du pricing. Didier, je te laisse prendre la suite. Merci Malik. Pour ma part, je suis ravi d'introduire ce webinaire sur la cohérence de gamme. C'est un beau sujet de pricing. C'est périlleux de faire un bon pricing sans ça. C'est évidemment du bon sens, mais en fait, parfois on l'oublie ou on le tient pour acquis sans forcément rechallenger. Donc, vous allez le voir dans la présentation qui va suivre. L'implantation d'une nouvelle solution pricing, c'est l'occasion de s'y pencher. Concrètement, c'était un gros challenge. 55 000 références à gérer chez Bureau Vallée quand même. Et derrière cette cohérence de gamme, l'enjeu, c'est la perception du client, c'est-à-dire la cohérence ressentie du prix des produits. Et ça, on le sait bien, c'est crucial pour le passage à l'achat. Derrière la cohérence de gamme aussi, il y a les enjeux de stratégie de profitabilité de l'entreprise, c'est-à-dire la cohérence des marges par produit. Pour illustrer ces enjeux, je suis ravi d'accueillir un trio et leur force a vraiment été d'être une team sur ce projet avec, dans le rôle du client, Patrice de chez Bureau Vallée, accompagné de Jérémy, chef de projet en interne côté Bureau Vallée, et dans le rôle de chef d'orchestre pour cette présentation, Vedastine, chef de projet côté Optimix, le fournisseur de la solution pricing. Et sans tarder, Vedastine, je te laisse la parole. Bonjour à tous, bienvenue parmi nous. Je suis contente de partager ce webinaire en compagnie de Patrice et Jérémy. Nous allons évoquer la cohérence de gamme. Avant toute chose, je me présente, donc Vedastine Vandenbroek, chef de projet chez Optimix depuis un peu plus d'1 an maintenant et préalablement analyste pricing, puis analyste merchandising dans une enseigne de bricolage. Patrice, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, c'est avec plaisir de participer à ce webinaire concernant la cohérence de gamme. Je suis franchisé Bureau Vallée, 3 magasins Bureau Vallée dans le Jura, et en mission pricing depuis un peu plus d'1 an, donc du coup à la centrale Bureau Vallée. Et bonjour à tous, Jérémy Duzon, enchanté et bienvenue à tous sur ce webinaire. Je suis chargé de mission pricing, donc en mission pour la centrale Bureau Vallée. Je fais le lien entre les outils pricing comme Optimix et les équipes produits au sein de la centrale Bureau Vallée. Et précédemment, je m'occupais d'une section de produits qui sont les consommables et les imprimantes, sur lesquels j'ai pu développer et mettre en place des outils de pricing. L'enjeu maintenant étant de développer sur l'ensemble de la gamme Bureau Vallée et la solution Optimix nous accompagne là-dedans, on va pouvoir parler plus longuement. Après cette présentation de vos interlocuteurs, je vous propose d'aborder le thème de ce jour. Pour introduire ce thème, nous allons vous présenter rapidement qui sont nos entités, à savoir Bureau Vallée et Optimix. Nous évoquerons ensuite la cohérence de gamme et l'introduction de la cohérence de gamme
à travers des exemples avant de laisser la parole à Bureau Vallée pour nous faire part de leur expérience. Nous finirons par les gains et les bénéfices d'une bonne cohérence de gamme avant de vous laisser un temps de questions-réponses. Patrice, je te laisse la parole pour présenter Bureau Vallée. Oui, merci. Alors, Bureau Vallée, du coup, on est des magasins, un réseau de magasins de fournitures de bureaux et fournitures scolaires, pour mobilier de bureau, informatique, consommation informatique. On est aujourd'hui 400 magasins en France. 90% des magasins sont en franchise. Comme dit Didier tout à l'heure, nous avons un référentiel très, très, très important, 55 000 références. On a une gestion des prix qui est centralisée, qui ont la particularité d'être les mêmes en magasin que sur notre site internet également. On a un service, donc du coup, internet, on fait aussi du e-commerce depuis le Covid nous a mis un coup de pied aux fesses pour avancer sur ce marché-là. Et du coup, aujourd'hui, nous avons un site internet qui nous permet de faire aussi de la livraison à domicile, ce qui n'était pas le cas avant. On a également, depuis toujours, un engagement éco-responsable. On a une large gamme de produits durables et écologiques et nous avons fait le choix depuis l'origine de maximiser le nombre de produits présentés et vendus en vrac. Voilà pour ce qui est de Bureau Vallée. Donc après cette présentation de Bureau Vallée et donc un leader sur son marché, je vous propose de vous présenter rapidement qui est Optimix. Nous sommes donc un éditeur de logiciels basé à Lille. Nous proposons deux solutions, une solution dédiée à la supply chain et une solution dédiée au pricing que nous évoquerons ici. Nos différents clients concernent l'exhaustivité des secteurs, que ce soit de l'alimentaire, que ce soit du spécifique, que ce soit la parapharmacie ou l'électronique. En tout cas, nous nous adressons à tout type de public. Et nous nous adressons également à tout type de format, que ce soit la coopérative, le franchisé, l'indépendant ou le centralisé. Notre méthodologie pricing, donc mon objectif n'est absolument pas de vous vendre ici, j'en ai pas les compétences, notre outil, mais vous expliquer comment s'intègre notre module de cohérence de gamme dans notre méthodologie. Donc, comment nous abordons la méthodologie pricing? Première étape, nous souhaitons collecter la donnée. Donc, pour cela, soit on fait du web data crawling, soit on intègre des relevés physiques. Ensuite, pour venir incrémenter ces informations, nous allons la travailler au travers de deux modules. Le premier dédié à la veille concurrentielle, notre module de matching, et le second dédié à la cohérence de gamme que nous allons appeler linking. Donc, ne soyez pas étonnés si nous parlons de linking lors de cette présentation. Linking égale cohérence de gamme. Ces données étant préparées, elles vont nous servir à alimenter ce que nous appelons le cœur de notre réacteur, le module pricing, dans lequel vous allez avoir la possibilité de mettre en place les différentes stratégies et utiliser les informations que vous avez préalablement travaillées pour venir les exploiter en appliquant des règles soit d'alignement concurrence, soit de cohérence de gamme ou toute autre règle que vous décidez de mettre en place. Pour aider à la lecture de ces informations qui sont potentiellement micro, nous mettons à votre disposition également des modules connexes qui viennent enrichir la solution avec notamment des tableaux de bord et la possibilité d'importer ou d'exporter des données. En rentrant dans le vif du sujet, abordons la cohérence de gamme au travers d'exemples, mais avant, je pense que Jérémy, tu as une question à poser à nos auditeurs. Oui, merci Yacine. Je vous propose un petit sondage pour démarrer après ces présentations très intéressantes et avant de rentrer dans les cas concrets et l'explication de la cohérence de gamme. Je vous propose de répondre rapidement à cette question simple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous appliquez une cohérence de gamme dans votre structure afin d'avoir un petit panel de nos auditeurs aujourd'hui? Les réponses sont en cours. Je vais pouvoir vous les partager. On a une grande partie qui applique une cohérence de gamme.
Hop, quasiment tout le monde a voté. Je vous remercie. Donc, on a 70% des participants. Je pense que vous devez voir les résultats maintenant qui appliquent une cohérence de gamme. Ça va être intéressant, ça va être l'occasion de rentrer un peu plus dans le sujet sur ce point stratégique et la cohérence de gamme. Alors, c'est excellent. Vous êtes nombreux à vous intéresser à la cohérence de gamme et à la mettre en place. Effectivement, c'est un vrai levier d'optimisation. Pour aborder ce thème, une cohérence de gamme est vraie à un instant T et elle est sujette à évoluer au fil du temps. Une cohérence de gamme s'adapte notamment aux besoins de nos consommateurs et aux habitudes de consommation de nos consommateurs, mais également elle s'adapte aux évolutions technologiques du marché. Si je prends l'exemple du café, ce rayon a évolué au fil du temps avec les évolutions technologiques qui nous ont été proposées au fil des temps et les habitudes des consommateurs. Au départ, nous avions effectivement le café en grains qui était dominant dans nos rayons. Il a quasiment disparu ces dernières années pour revenir en force aujourd'hui avec l'arrivée des machines à grains qui permettent de disposer de café individuel. Après cet exemple introductif où on a pu voir qu'une cohérence de gamme doit évoluer et évolue au fil du temps, je vous propose d'aborder 3 exemples de cohérence de gamme dans l'inconscient de nos consommateurs. Première attendue pour les consommateurs, c'est se dire que dès lors que j'achète un produit avec un conditionnement plus élevé, je bénéficie d'un prix préférentiel dès lors que je ramène ce prix à l'unité légale. Là, dans l'exemple de notre beurre, cette promesse ou cette attente de nos consommateurs n'est pas respectée. Deuxième attente auprès des consommateurs, c'est lorsqu'on gère une cohérence de gamme, c'est d'avoir une montée en gamme qui soit cohérente. On s'attend à ce que notre premier prix soit le produit le plus attractif d'un point de vue tarifaire, puis ensuite le produit de marque MDD et enfin le produit de marque nationale. Dans le cas présent, sur les jus d'orange, cette attente qui est attendue par les consommateurs n'est pas respectée. Effectivement, le premier prix est plus cher au litre que le reste des propositions de la gamme. Dernier cas de figure et cas d'école auxquels s'attendent les consommateurs, c'est dès lors qu'on propose un produit avec une gratuité, cette gratuité soit effective. Dans le cas de nos peintures, on s'attend à ce que le produit standard et son produit avec une gratuité, donc son produit girafe, soit au même prix. Dès lors que cette promesse n'est pas respectée, on vient détruire l'image prix que l'on donne à nos clients. Et plus grave, ça peut nous amener à être sanctionné par la répression des fraudes. Après ces exemples et ces exemples introductifs de la cohérence de gamme, Patrice, peux-tu nous aider ou nous dire pourquoi chez Bureau Vallée la cohérence de gamme est importante? Alors, chez Bureau Vallée, comme dans tous les distributeurs, la cohérence de gamme, c'est essentiel pour, je dirais, répondre à une promesse client. Tu l'as clairement expliqué. C'est pour moi une stratégie d'enseigne. Ça sert aussi à travailler une image de spécialiste comme nous, Bureau Vallée, où on doit assurer un rapport qualité-prix par rapport aux références que l'on vend et aux choix que l'on a dans nos linéaires. Le prix, évidemment, va traduire ce rapport prix-qualité ou qualité-prix. La cohérence de gamme, pour moi, c'est aussi un effet d'amélioration de l'image prix. Effectivement, la lecture que va faire le client de nos rayons, à condition qu'il soit implanté aussi
dans le bon sens et correspondant à une cohérence de choix. La lecture du prix va permettre au client de faire son choix par rapport à son besoin, d'acheter le bon produit qu'il souhaite. Et évidemment, cette image prix, c'est une appréhension, c'est un avis client quand il est sur le parking. Soit il a le sourire et il dit effectivement j'en ai pour mon argent, je suis heureux, je reviendrai dans ce magasin. Ou alors je suis venu ici par défaut, j'ai acheté par défaut parce que j'ai pas le temps d'aller voir ailleurs, mais je me sens un peu floué par le prix que j'ai payé en caisse. Donc effectivement, il n'y a pas que le prix qui compte, c'est aussi la cohérence du prix par rapport à l'article, au choix que le client a fait. Donc, du coup, effectivement, la fidélisation des clients fait partie également intégrante de cette appréciation que le magasin va avoir de rapport qualité-prix ou de l'image prix en fonction de ce qu'il a acheté. Voilà pour ce qui est de cette notion de cohérence de gamme chez Bureau Vallée. Donc, on a bien vu, et tu viens de nous dire, Patrice, que la cohérence de gamme était importante chez Bureau Vallée, notamment pour améliorer son image prix ou fidéliser ses clients. Jérémy, peux-tu nous expliquer comment, concrètement, sur la famille des consommables, la cohérence de gamme s'applique? Alors oui, donc c'est intéressant de vous montrer sur une famille très stratégique pour Bureau Vallée cette importance de la cohérence de gamme et les différents critères de chaînage qui peut en découler. Donc, pour l'exemple du consommable et tout ce qui est cartouche d'encre, on va avoir un premier critère de choix du consommateur qui va être le modèle, la série du produit, qui va dépendre évidemment de sa machine, de son imprimante au démarrage. Donc, il va aller vers une marque, vers une série, vers un besoin. Ensuite, on va avoir un besoin de chaînage qui va être en fonction du choix du consommateur, d'acheter à l'unité ou d'acheter par pack ces cartouches et éventuellement faire des économies d'échelle. Premier critère de chaînage pour avoir en cohérence et ne pas être, comme l'a pu le montrer tout à l'heure Védastine, sur des aberrations de cohérence de gamme liées aux quantités. Ensuite, il va y avoir le choix de la marque. Donc, on va avoir potentiellement des choix de marque nationale, mais des choix de marque alternatives, génériques, MDD en fonction des enseignes, des choix aussi typés autour de la partie RSE et des produits qui peuvent avoir une notion de recyclage, par exemple. Donc ça, c'est un choix qui va être offert aux consommateurs avec des besoins de chaînage pour des critères prix à chaque fois bien définis. Et enfin, pour ce qui est du cas de Bureau Vallée, dans le cas des cartouches, pour ce qui est des modèles génériques, on va avoir potentiellement plusieurs fournisseurs, donc plusieurs produits équivalents pour le même besoin, donc besoin aussi de chaînage et d'harmonisation des prix au final. Donc, on se rend compte que là, on a une liste non exhaustive des critères de chaînage, parce qu'après, le marché évoluant, l'intensité concurrentielle évoluante, on peut avoir de plus en plus besoin de chaînage. Je pense notamment aux aspects recyclés et au style de modèles génériques qui existent. Ça, c'est des choses qui se développent. On peut aussi penser à tout ce qui va être pour les cartouches d'encre, le litrage, qui pourrait rentrer dans un besoin de cohérence de gamme. Voilà, ça fait partie de tous les critères qui demandent, et pour Bureau Vallée sur la partie cartouche, une famille particulièrement stratégique, d'être attentif et de bien mettre en œuvre tout ça. Patrice, tu nous as expliqué en quoi la cohérence de gamme était importante pour Bureau Vallée. On a bien noté que ça permettait d'améliorer l'image prix, ça permettait également de fidéliser les clients. Jérémy, tu viens de nous expliquer comment ça s'appliquait sur une famille, à savoir les consommables. Et donc, la question qui suit, pourquoi s'outiller chez Bureau Vallée? Alors, pourquoi s'outiller Du coup, s'outiller autrement, je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, la façon de pricer chez Bureau Vallée, comme tout discounter qui se respecte, était utiliser un outil qui commençait à dater. Et effectivement, avec l'évolution technologique, nous avons été obligés du coup de faire évoluer cet outil pour être encore plus performant sur nos marchés. Je vais dire que notre outil doit nous faire gagner du temps, doit être plus précis précis et fiable dans la gestion des prix évidemment de nos concurrents,
mais également permettre d'être très réactif dans l'analyse et dans le reporting de notre stratégie prix, quel que soit le produit. On a parlé du consommable, mais on a une période qui est très importante chez nous, c'est la rentrée des classes. Et du coup, cet outil doit nous permettre d'être très réactif sur cette période-là. On doit être très réactif dans la mise à jour des prix, effectivement, en réel, en magasin, suite à une analyse poussée. Ça permet aussi, ce reporting, de contrôler notre image prix, je ne veux pas dire journalièrement, mais beaucoup plus régulièrement que l'outil que nous utilisions précédemment. Voilà. Donc, Bureau Vallée a choisi de s'outiller, de nous faire confiance. Mais avant d'aborder concrètement comment nous abordons le sujet de la cohérence de gamme au travers l'outil, je laisse la parole à Jérémy. Donc, on propose un second petit sondage, maintenant qu'on a vu en effet que vous êtes majoritairement à faire de la cohérence de gamme et qu'on a vu l'importance de la cohérence de gamme et de l'outillage. L'idée, c'est de savoir un petit peu qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui comme outil, sachant qu'il y a une phase de progression logique quand on se développe la cohérence de gamme, c'est d'abord d'y aller au bon sens, à l'habitude, puis via du fichier Excel, ERP, jusqu'à des solutions de pricing. Donc aujourd'hui, vous êtes une majorité, je publie les résultats, à être sur du fichier Excel, ce qui est une succession, on va dire, logique dans la gestion de la cohérence de gamme. On va essayer de voir maintenant un outil un peu plus performant qui permet d'intégrer la cohérence de gamme dans l'ensemble de la stratégie pricing. Donc, avant d'aborder la cohérence de gamme au travers l'outil d'Optimix, Jérémy, cela fait quelques mois que nous travaillons ensemble. Peux-tu présenter les différentes étapes par lesquelles nous avons accompagné? Oui, donc ça fait presque maintenant 1 an qu'on va dire que le partenariat a démarré. La première étape assez classique a été de lancer un test sur quelques produits, quelques familles stratégiques pour bien vérifier les différents modules que Dacine, tu as présenté tout à l'heure, qui sont le matching, le linking ou le pricing. Une fois ce test validé, on s'est mis tout de suite en ordre de bataille pour préparer une période cruciale pour l'ancienne Bureau Vallée, qui est la rentrée des classes, et le paramétrage du matching et du pricing pour pouvoir proposer une stratégie prix la plus efficace possible. On a lancé également à ce moment-là le chantier du linking, qu'on a continué sur la deuxième partie d'année, qui nous amène à vous présenter maintenant la partie cohérence de gamme qu'on a pu développer, qui était un gros enjeu et qui a permis de mettre de la cohérence dans toute cette partie pricing. Il y a des projets d'extension internationale. J'ajouterais juste que dans toutes ces grandes étapes, ce qui a été important et ce qui l'est toujours, c'est d'avoir un échange régulier, des échanges hebdomadaires et un maximum d'écoute, d'agilité pour adapter la solution et les paramétrages aux besoins de Bureau Vallée, que ce soit pour du matching, pour du linking, pour du pricing ou pour des reporting. Merci Jérémy. Pour aborder donc la cohérence de gamme et la méthodologie que nous utilisons pour mettre en place cette cohérence de gamme dans notre module que nous avons appelé linking, la première étape, c'est d'identifier pour chaque famille quels sont ce qu'on va appeler des attributs, des value drivers, les éléments discriminants. Dans ce cas de figure, nous avons travaillé avec Jérémy les marqueurs effaçables. Peux-tu, s'il te plaît, Jérémy, nous expliquer quels sont, pour Bureau Vallée, les attributs discriminants de cette famille de produits? Alors, en effet, là, on est maintenant vraiment dans le cœur du sujet, dans le cœur de la cohérence de gamme qu'on propose d'illustrer par un exemple très concret, donc sur les marqueurs effaçables. Donc là, on voit réellement à quoi ressemble la solution lorsqu'on se lance dans ce chantier de cohérence de gamme. Donc, l'idée, c'est donc sur cette famille qui a été décidée, les marqueurs effaçables, de venir définir des attributs, donc des valeurs qui vont permettre de créer ensuite les critères de chaînage. On a vu tout à l'heure sur la partie cartouche, il y avait par exemple la version pack, les versions marque nationale et marque générique. Là, pour les marqueurs effaçables, ce qui va nous intéresser, c'est les quantités, c'est aussi la gestion du parc, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les critères de chaînage. C'est le modèle,
et les types de marqueurs effaçables qui peut exister. C'est aussi les coloris. Donc, on a plusieurs attributs. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'on va au niveau le plus bas de l'arborescence pour venir définir ces attributs, mais que ces attributs peuvent aussi être définis à des niveaux supérieurs et se dupliquer en fonction du besoin. Après, il suffit juste de les prendre en compte ou pas lorsqu'on commence notre chaînage sur une famille. En complément sur les attributs, je dirais que ces informations, il va falloir aller les rechercher dans la base de données et dans les informations qui nous sont transmises. Donc, pour chacun des attributs que l'on va définir, on va aller indiquer à quel endroit on souhaite aller chercher ces informations, que ce soit dans le libellé ou dans les caractéristiques produits que nous aspirons sur les fiches produits web de Bureau Vallée dans le cas de figure. Autre information qu'il est importante de noter sur les attributs, un attribut peut avoir une valeur ou ne pas avoir de valeur. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec la bureautique. Je vais prendre l'exemple du bio. La notion de bio peut être présente sur les fiches produits, mais absente. Ça ne veut pas dire que l'information n'existe pas, ça veut simplement dire que pour le bio, il est possible de se dire que cette information, si elle n'est pas présente, eh ben, ça veut dire que c'est du non-bio. Et le non-bio, on ne le trouvera jamais. Donc, on a la possibilité de dire à un attribut, si l'on souhaite prendre, si une valeur est obligatoire, et si on prend en considération que dès lors que cette valeur est renseignée, ou si la notion de valeur absente a une signification. Une fois qu'on a défini les attributs, l'étape suivante consiste à définir quelles vont être les valeurs attendues pour chacun de ces attributs. Donc, on va venir spécifier quelles sont les valeurs et de telle sorte que ces valeurs soient normalisées, on va associer également des principes de synonymes pour que la valeur qui soit restituée soit toujours soit normalisée. Dans le cas des attributs utilisés pour les marqueurs effaçables, veux-tu compléter ou nous expliciter, Jérémy, le travail effectué pour définir ces paramétrages? Donc, en effet, là, maintenant, on est dans le stade, au niveau de l'application, au niveau du stade de la valeur d'attribut. Donc, maintenant qu'on a défini notamment 3 grands critères discriminants pour les produits marqueurs effaçables, que sont le modèle, les quantités et le coloris, on va venir définir les valeurs qui vont permettre de classifier chaque produit en fonction de ses attributs. Donc, le premier, c'est le modèle. On va prendre, par exemple, les produits de la gamme Velleda, de la marque Velleda. On va avoir différents types d'épaisseur de la mine. Et chez Velleda, c'est réparti par des numéros. Donc, voilà, un peu difficilement, mais on voit le 1701, 1721, 1741. Ça, c'est des numéros qui correspondent à une taille d'épaisseur de la mine. Donc, l'idée, c'est de venir définir ces attributs pour pouvoir ensuite créer les gammes en fonction des tailles de mine. Et comme tu le disais, Védastine, on peut aussi ajouter des synonymes parce qu'on sait qu'on peut retrouver dans les désignations ou dans les caractéristiques des choses des fois partielles. Donc, en ajoutant des synonymes, on se garantit plus de chances de venir définir une bonne valeur d'attribut. Ensuite, pour ce qui est de la quantité, bon, bah là, c'est assez simple, hein, c'est les différentes quantités possibles. Dans l'exemple présent là, on n'a pas autant de potentielles quantités par exemple, sur nos marqueurs effaçables Velleda. Par contre, on a quelque chose qui est paramétré par défaut, comme je le disais tout à l'heure, et qui peut le plus, peut le moins. Pour les marqueurs Velleda, seront utilisés sûrement que les quantités par 4 ou par 6, par exemple. Mais en l'occurrence, l'ensemble des chaînages par quantité est possible, évidemment, et puis on va mettre à l'infini. Ensuite, il y a la notion de couleur. Donc, ce qui va nous intéresser principalement dans le cadre de ces produits-là, c'est d'avoir les couleurs bleu, noir, rouge, vert, qui sont les couleurs principales, et ensuite les notions d'assorti ou d'autres coloris pour tout ce qui va être d'autres couleurs ou des versions pack en couleurs, mais avec plusieurs couleurs à l'intérieur. À retenir, donc finalement, le paramétrage est agile. On peut définir les attributs ou les valeurs d'attributs selon nos souhaits.
on n'est pas limité. Ces informations préalables, donc la définition des attributs et les valeurs d'attributs, vont être déterminantes. Et l'objectif, c'est de vérifier que pour chacun de nos produits, on va réussir à récupérer ces informations. J'insiste sur le fait que ces 2 étapes sont élémentaires. En fonction des valeurs nous allons récupérer pour chacun des produits, il va être déterminant par la suite, puisqu'on va voir comment, dans les étapes suivantes, nous allons utiliser ces valeurs pour venir construire l'arbre de décision et l'arbre des liens. Si cette étape préalable n'est pas correctement effectuée, l'arbre ou les suggestions seront faussées. Donc, il est important de passer du temps sur ces 2 étapes préalables. Donc là, vous avez la résultante du paramétrage et de la recherche des informations, des attributs qui ont été paramétrés et des valeurs attendues. Jérémy, veux-tu En effet, là, c'est une normalisation assez simple, puisqu'on voit que dans les désignations, à chaque fois, les critères, que ce soit pour la couleur, pour les quantités ou pour le modèle, apparaissent. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être des fois des critères plus complexes ou qui vont se retrouver sur la fiche produit, qui peuvent aussi être bien sûr normalisés. On se rend compte aussi que pour les quantités par 1, il n'y a pas de données. C'est exactement ce que je pouvais expliquer tout à l'heure sur l'exemple du bio. Pas de données veut dire par défaut, en l'occurrence, quantité 1, évidemment. Donc, dès lors que vous êtes satisfait de votre normalisation, vous avez bien récupéré toutes les informations que vous souhaitez travailler et vous allez passer à l'étape suivante qui consiste à construire, définir son arbre de décision. Ça va être un arbre théorique. Dans le cas des marqueurs, Jérémy, peux-tu nous expliquer quel arbre vous avez souhaité mettre en place chez Bureau Vallée sur cette famille de produits? Dans le cadre des marqueurs, on a donc, comme je disais tout à l'heure, décidé de prendre le produit bleu en produit maître, donc pour la partie couleur. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est le plus vendu, donc c'est celui qui va être le produit de référence, et ensuite va se rattacher toutes les 3 autres couleurs qui vont avoir du sens pour les marqueurs, donc le noir, le rouge, le vert, avec un coefficient de 1, puisque l'idée, donc, ça va être de les aligner en prix. Et on va rattacher aussi un assortiment avec un coefficient de 1. Alors, évidemment, ce n'est pas pour une quantité de 1, mais l'assortiment va être pertinent quand on aura des quantités, plus de quantités. L'idée étant qu'un assortiment de 4, par exemple, des 4 couleurs, correspondent à la somme des 4 bleus, noirs, rouges et verts qui auront été précédemment alignés en prix. D'où l'intérêt d'un arbre de cette façon-là pour la partie coloris. Concernant l'arbre, donc là, on construit l'arbre. Une fois qu'on est satisfait de l'arbre et de la façon dont on l'a construit, je me permettrai de préciser sur les marqueurs effaçables ce que l'on se dit en préambule avant d'arriver à la couleur qu'on a mis en évidence sur cet écran, c'est se dire que dans un premier temps, chaque marque est indépendante, chaque modèle est indépendant, et ensuite, dans chacun des modèles, on va avoir la couleur qui va être discriminante. En premier, le bleu, et va dépendre de cette couleur bleue les autres couleurs. Idem pour les quantités par pack. La possibilité, comme l'a évoqué Jérémy, de pouvoir ajuster son coefficient, donc la tolérance d'ajustement. La tolérance d'ajustement, sur votre alignement prix. Cette étape étant réalisée, vous avez donc un arbre théorique, mais vous n'avez pas encore vu comment cet arbre s'appliquait concrètement sur vos produits. L'étape suivante, c'est donc de demander à l'outil de venir appliquer l'arbre décisionnel. Et là, vous avez un exemple de l'arbre, la concrétisation sur la base des articles Bureau Vallée de l'arbre théorique défini préalablement.
Jérémy, veux-tu rajouter quelque chose sur cet arbre décisionnel et l'application sur les produits Bureau Vallée? En effet, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit donc la concrétisation de toute la partie théorique qui a été mise en place par un arbre, donc avec en produit maître, là sur le coup, c'est le marqueur Velleda bleu, le 1701, qui va être le produit maître de toute cette gamme de produits. Ensuite, va se découler toutes les unitaires de chaque coloris avec un coefficient de 1. Et ensuite, on a en sous-catégorie les boîtes. Donc là, c'est des boîtes de 12 avec des coefficients. Donc la volonté, là, c'était d'appliquer un coefficient de 11,5, donc pour une boîte de 12, pour qu'il y ait un décrochage prix en prix maximum entre le prix de somme des unitaires et le prix du pas. Donc j'insiste, c'est à cet endroit-là qu'on peut bien sûr bien paramétrer les coefficients qu'on veut entre soit des couleurs par exemple qui vont être au même prix, soit des packs qui vont être avec un décrochage prix en fonction de la quantité. L'importance de cette étape-là, c'est qu'une fois que cet arbre est bien construit pour la pérennité dans le temps de la cohérence de gamme, toute nouvelle création, tout nouveau produit qui intégrera le référencement sera automatiquement affecté à son bon emplacement. C'est là l'intérêt, l'énorme gain de temps de cette solution en cohérence de gamme. Évidemment, on peut aussi, via l'outil, chaîner, on va dire, manuellement des produits en décidant de créer des liens de chaînage un petit peu comme on le ferait sur Excel, mais en version beaucoup plus puissante quand même, les produits entre eux, entre des pères et des fils. L'intérêt de l'automatisation et de tout ce qu'on a pu voir avant, attribuer, valeur d'attribuer et normalisation, permet de créer un arbre de décision qui va durer dans le temps et qui va permettre à tout nouveau produit qui entrera dans la gamme de se rattacher tout de suite au bon endroit. Il y aura juste une petite acceptation manuelle du chaînage une fois que le produit est créé. Effectivement, lorsqu'on met à disposition, ou en tout cas lorsqu'on soumet la suggestion de lien, on passe par un statut de en cours et ensuite l'utilisateur décide ou pas de valider le lien. Dès lors que le lien est validé, le travail de cohérence de gamme, de chaînage a été mis en place. Nous allons enfin pouvoir utiliser ces informations dans le module pricing, qui est le cœur de notre réacteur. Concrètement, comment peut s'appliquer la cohérence de gamme dans une stratégie? Nous allons voir immédiatement. L'idée ici, c'est donc de reprendre les informations qui ont été travaillées sur les marqueurs effaçables, de venir appliquer une stratégie à ces produits en lui appliquant deux règles simples. La première règle, se dire je souhaite que mes produits soient alignés à mon prix minimum concurrent hors marketplace. Et la deuxième, c'est je souhaite que après cet alignement, on s'assure que ma cohérence de gamme ne soit pas détruite. Donc, si je prends l'exemple de la boîte de 12 Velleda vert, ce produit a bien été relevé à la concurrence à 18,44 sur le site d'Amazon. Je lui demande donc de s'aligner à ce prix. Et puis, ensuite, la règle suivante me dit, attention, tu t'alignes à 18,44, mais tu veux garder ta cohérence de gamme. Donc, je corrige le prix qui t'est proposé pour revenir à 13,69, qui est le prix pratiqué pour les boîtes de 12 Velleda. Donc là, on est bien sur un exemple théorique. L'idée, c'est d'ordonner les règles que l'on souhaite appliquer et de s'assurer qu'à chacune des étapes, on respecte bien le souhait de l'enseigne. Jérémy, je te laisse la parole si tu souhaites compléter cette partie. C'était très complexe ce que tu as expliqué avec Dastine. Je rajouterai juste, donc là, on est vraiment dans la partie pricing, donc ça va être l'utilisation de la cohérence de gamme pour la définition du prix final. Ce qui est important, c'est qu'il y a bien un enchaînement des règles de pricing qui va se dérouler et que la cohérence de gamme, c'est l'intérêt, c'est de le placer toujours après l'alignement concurrent, du taux de marge ou des critères premiers comme ça qui vont d'abord être appliqués. Ça va corriger ensuite les incohérences
Et ça viendra souvent avant. Là, ça n'a pas été dans l'exemple présenté, mais ensuite, après ces critères-là, on va pouvoir ajouter des critères d'arrondi de prix ou de seuil de revente à perte, par exemple, ce genre de critères, des critères plutôt légaux ou pour rendre le prix propre au final. Mais c'est souvent le dernier critère, la cohérence de gamme, après tous les critères de pricing avec concurrents, taux de marge, rentabilité, etc. Voilà concrètement comment s'applique la cohérence de gamme dans l'outil Optimix et plus particulièrement son module son module linking et l'application des informations traitées dans le module linking dans son module pricing. J'espère que cet exemple vous a plu, ou en tout cas vous a permis d'appréhender concrètement comment nous fonctionnons. Jérémy, Patrice, le mot de la fin sur finalement quels sont les gains et les bénéfices pour Bureau Vallée, le fait de pouvoir gérer sa cohérence de gamme au travers ou grâce à Optimix. Je dirais que le gain premier, c'est un gain de temps. Ça permet d'aller forcément beaucoup plus vite, de s'occuper de beaucoup plus de produits, d'aller beaucoup plus dans le détail, avoir une connaissance de ses concurrents du marché beaucoup plus fine. Et tout ce temps-là, tout ce gain de temps-là peut être mis au service de la stratégie, de retravailler la stratégie, de l'analyser, et moins sur du travail plus rébarbatif, de cohérence de gamme, de recherche du prix auprès du concurrent, etc. Donc, je dirais, voilà, principalement du gain de temps et on a bien plus que je pense divisé par deux le temps pour les équipes dans la partie chaînage grâce à l'outil. Je ne sais pas si Patrice, tu veux ajouter le mot de la fin sur le gain. Non, tu as fait le tour. C'est vraiment le temps gagné et je veux dire la réactivité augmentée. C'est-à-dire qu'en fait, on a augmenté notre agilité autour du prix. Sur des marchés, je vais dire que ce soit la rentrée des classes ou c'est des marchés qui sont hyper réactifs pendant la période, mais aussi en dehors de la rentrée des classes, notamment sur des marchés avec des produits plus liés aux professionnels, où là aussi on se doit d'être au rendez-vous et ça sera notre futur d'ici prochains mois. Merci messieurs pour ce partage. Merci à Jérémy, merci à Patrice. C'est toujours une joie de travailler avec vous au quotidien. Oui, Dastine, vas-y. Nous avons terminé notre présentation et nous laissons l'opportunité à nos interlocuteurs de nous poser des questions ou de revenir sur des points qui nécessitent des informations complémentaires. Je suis sûr qu'il y aura un certain nombre de questions. En tout cas, merci à vous trois parce que c'était très clair et illustrant. On comprend très bien comment vous avez monté, enfin comment fonctionne ce module, comment ça a été monté. J'ai une première question qui a été remontée et qui est très concrète techniquement. Je ne comprends pas bien, la question est la suivante, je ne comprends pas bien comment se fait le chaînage entre le produit bleu et les autres produits. Utilisez-vous le code du bleu comme code parent qui est ensuite attaché à tous les autres produits? C'est la notion de coefficient, je pense, qui est questionnée en l'occurrence. Allez-y. Oui. C'est exactement ça, c'est le produit bleu là, qui est utilisé comme parent, et donc par son code et par son entité, il va devenir le code maître parent auquel vont derrière être rattachés tous les autres produits par un lien de chaînage qui ensuite, comme tu le disais bien Didier, va pouvoir dépendre potentiellement d'un coefficient à appliquer. Oui, le coefficient finalement reflète ce fameux chaînage. Est-ce qu'on a toujours un produit parent? Indispensable. Indispensable. Donc, s'il n'y en a pas, c'est la première étape à définir, c'est se dire le parent, c'est celui-là, par rapport à ce produit-là, qui peut être un produit d'appel, par exemple, j'applique un coefficient de 1,2, donc je serai un peu plus cher sur cet autre produit qui a des caractéristiques et puis un peu moins de volume, par exemple. Ça peut être ce genre d'approche, c'est ça? Exactement. Ou à l'inverse, je vends en volume. Comme tu l'avais dit, Védastine, au début, j'achète en volume, je pense acheter moins cher, donc le coefficient,
on met 12 stylos dans un package, dans un pack, c'est forcément moins que le coefficient est moins que 12 si on veut traduire ce gain lié au volume. Exactement. Je préciserai qu'on définit un lien impair, un fils dans le chaînage et dans le modèle linking. Après, dans la partie pricing, on a le choix de définir le produit qui sera le produit référent. Donc, dans le cadre des couleurs, Jérémy nous a dit que le bleu était potentiellement le plus vendu. Peut-être que ce n'est pas le cas ou c'est pas toujours le cas. Et donc, on a la possibilité de dire, soit je prends le pair comme étant celui qui était défini dans la cohérence de gamme, soit je peux définir un autre pair, celui qui est le plus vendu, celui qui est le plus repérable à la concurrence. Je peux, voilà, enfin, j'ai toute une possibilité d'utiliser l'information pour appliquer ma cohérence de gamme en fonction de mes règles pratiques. Ok, très clair, Mélanie. Alors, une question pour Patrice, je pense. Quelle gouvernance, organisation pour définir la cohérence de gamme et donc définir le bon arbre de décision? J'ai envie de dire, c'est propre à chaque organisation de centrale. Pour nous, en fait, on a une cellule pricing donc, dont je fais partie et Jérémy aussi, qui vont être les acteurs en fait de la stratégie dans les différents outils. Et la décision, elle est partagée avec les achats et le marketing. C'est véritablement une discussion entre les trois parties, pricing, achat et marketing, qui vont faire que la cohérence de gamme va être traduite ensuite dans l'outil Optimix. Aussi, on a dit tout à l'heure 55 000 références, ça va aussi nous permettre de faire un peu de tri dans cet assortiment et aussi du coup gagner du temps, puisque qui dit moins de références, moins de temps à gérer chacune d'elles. Oui, le fonctionnement en mode projet avec un pilote sur plusieurs entités concernées a du sens et ça a dû être une des clés de la réussite du projet, je pense. Oui, tout à fait, ça nous manquait avant. C'était l'occasion de ça aussi. Alors, une autre question, peut-être là pour Jérémy. Comment on gère, par exemple, quand il y a des différences d'équipement dans un produit? Exemple, un véhicule, on met avec des options différentes, la notion d'option. Le produit peut être assorti d'options ou pas d'options. Comment on gère cette notion d'option par ce système de linking? Peut-être que ça ne s'applique pas forcément autant que dans l'automobile sur les produits, je ne me rends pas compte. Mais dans les valeurs d'attributs qu'on va pouvoir mettre et toutes les caractéristiques qui vont être relevées par produit et donc du coup toutes les options, on peut aller très loin dans le détail. Après, plus il va y avoir d'options, plus il va y avoir de détails, donc d'attributs et de valeurs d'attributs, plus forcément la notion de chaînage va être technique à faire, peut prendre du temps. Après, c'est plus une question d'avoir l'information de ces fameuses options, de ces fameuses caractéristiques pour chaque produit. Il faut les avoir quelque part. Et ensuite, il faut avoir le temps de les traiter et de bien les hiérarchiser. Mais techniquement, tout est… Et on peut peut-être se dire que s'il y a trop d'options, ça devient un nouveau produit. Et à ce moment-là, il est géré en tant que nouveau produit, quoi, un produit foncièrement différent. Oui, d'accord. On a le cas dans les imprimantes chez nous, hein, Jérémy. Vas-y, Patrice. Oui, on a le cas dans les imprimantes chez nous, où comment les différentes options liées au véhicule, comme la question est posée, nous, on l'a aussi sur les imprimantes. Entre une même série d'imprimantes, entre celle qui a un scanner, celle qui n'en a pas, et puis ensuite un chargeur, celle qui n'en a pas, etc. Donc, du coup, on aura le même questionnement. D'accord, oui, je comprends, sur les imprimantes. Une question que j'avais, tiens d'ailleurs, très intéressant qu'elle soit posée. Comment intégrez-vous le client dans cette stratégie et quel process d'ajustement des prix pratiquez-vous? Est-ce que c'est au fil de l'eau? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est à partir du reporting? Mais le client là-dedans, comment on s'assure que finalement, il a plus de sourires sur le parking qu'avant la mise en place de cette cohérence de gamme? Mis des caméras sur les parkings pour voir la tête des clients. Nous, ça, on ne peut pas le faire. Ça dépend des métiers.
Après, la partie client, bon, déjà, c'est la connaissance de nos métiers, l'image qu'on veut donner de l'enseigne, donc ça, OK. Après, le client, je veux dire, ça part déjà de la réflexion de départ. Il faut déjà faire un choix d'implantation parce que ça part de là. Pour moi, l'image qu'on va donner et la cohérence qu'on va donner à notre gamme, c'est l'implantation. Et là, il faut intégrer la pensée client. Le client, il ne vient pas chez nous ou il vient pas. Il faut se poser la question de pourquoi il vient chez nous. Voilà. Nous, on s'est posé cette question-là. Pourquoi le client poussait la porte d'un bureau Vallée, qu'il soit professionnel ou particulier? Et en fonction de ça, dans chaque gamme de produits, du coup, la réflexion s'est faite. D'observation terrain et ensuite de choix d'assortiment, d'implantation et en plus, pour finir, la cerise sur le gâteau, la cohérence de gamme en termes de pricing. Oui, donc en quelque sorte, la stratégie de l'entreprise doit précéder quelque part la réflexion et le travail sur la cohérence de gamme. Oui, la cohérence de gamme, c'est la conséquence, c'est pas la cause en fait. Oui, voilà, oui, c'est ça. Autrement dit, c'est ça. J'ajouterais que ce travail-là, il va potentiellement, ça va être un peu une chaîne même réalimentée après la stratégie, parce qu'il va permettre de se poser des questions, notamment des questions clients, qu'on ne se posait pas forcément. Et le fait d'aller dans le détail, ça permettra d'aller justement plus loin sur cette réflexion client et cette importance dans la cohérence de gamme. Parce que forcément, on va dans le détail qu'on ne faisait pas forcément, on fait une stratégie cohérence de gamme plus généralement. Oui, ça force à se poser ces questions-là. C'est un cercle sans fin. Une question, c'est très concrète. Comment faites-vous si vous souhaitez baisser le prix sur une seule couleur? Coef, on change le coef a priori. Mais oui, il y a plusieurs options après. Par le coef, soit en arrêtant le chaînage sur cette couleur-là, en la laissant travailler. Ah oui, en arrêtant le chaînage. Soit en faisant, si on veut un critère précis de baisse de prix avec un taux, une valeur précise, ça va être par le coef. Et après, de toute façon, dans la notion du pricing, au final, comme disait Bédastine, on peut toujours décider ou pas de prendre en compte cette cohérence de gamme, ou pas au dernier moment de reprendre manuellement le prix sur un produit parce que on sait que c'est une super vente et que son prix c'est celui-là et celui-là n'a pas besoin d'appliquer la stratégie comme tous les autres. On peut aussi avoir des stratégies à 20-80, 80-20 qui vont être différentes. Il y a de la souplesse, quoi. Plusieurs étapes, voilà, on peut débrayer en fait. Je permettrais d'ajouter, il y a les règles, elles vont définir un prix, elles vont proposer, mais l'action finale dépend toujours de l'utilisateur et de ce que vous souhaitez faire. Et on a toujours la possibilité de prendre la main sur la proposition. Oui, tout à fait. L'humain a le dernier mot. On va venir modifier ou ajuster si cela ne nous convient pas. Là, suivant la question, si on veut vraiment que toujours cette couleur soit moins chère, c'est par le coefficient en fait. Il y a pas le coefficient à la hauteur. Ok. Bien sûr. Alors, comme le temps est juste dépassé, peut-être une dernière question. Comment vous vous assurez de la cohérence globale? C'est-à-dire, en fait, combien on met d'attributs, combien il y a de niveaux, mais au final, tout ça met de la complexité. Comment on s'assure de la cohérence globale? Alors, déjà, ça part par des attributs qui sont mis à des niveaux les plus élevés de la nomenclature, qui sont des attributs qu'on retrouve quasiment tout le temps, qu'on va être, on l'a vu tout à l'heure, c'est des attributs comme le coloris ou la quantité, c'est des attributs qu'on retrouve tout le temps, donc ceux-là, c'est des attributs qu'on a au plus haut niveau. Ensuite, c'est en descendant au plus bas niveau et famille par famille qu'on va venir rajouter les attributs pertinents à chaque fois pour cette famille. Donc, ce qui permet d'assurer la cohérence globale, c'est déjà les attributs principaux qui vont permettre le chaînage au moins du grand volume. Et ensuite, après, c'est un travail plus dans le détail qui va permettre d'avoir famille par famille une cohérence encore plus fine. Donc, on peut très bien faire déjà un premier traitement, on va dire général. On a déjà traité une partie, puis après, au fil du temps, du besoin, des priorités et de l'organisation de chacun, rentrer dans du détail par la suite. Ok, merci Jérémy. Merci à vous trois parce que tout est très très clair. Bon, là voilà, on a terminé. Donc Malik, je vais te repasser la parole pour la conclusion finale. Merci Didier. On a déjà dépassé le temps, donc je vais aller vite. Je vais juste prendre le temps. C'était le bonus, Malik.
le bonus sur le prix. C'est au même prix, c'est pas plus cher, mais il y a 4 minutes de plus. Absolument, absolument. Session donc riche en questions. Si vous avez posé des questions, mais on n'a pas eu le temps de les traiter, sachez que nous allons revenir vers chacun et chacune d'entre vous. Nous allons partager les questions avec les intervenants et vous serez tous certains de recevoir une réponse. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Un grand merci donc à tous pour votre participation active, à Védastine, Didier, Patrice et Jérémy pour cette session donc très dynamique et pleine d'enseignements très concrets comme je les aime. Quant à nous, nous nous retrouverons le 5 décembre pour notre dernière conférence de l'année où vous pourrez apprendre une méthode simple et efficace pour pricer un nouveau produit ou un nouveau service en 4 étapes avec des cas d'usage, aussi bien en B2B qu'en B2C. Ensuite, pour bien démarrer l'année 2025, nous vous accueillerons pour le cocktail du nouvel an du club en janvier, suivi en mars d'une conférence qui parlera de votre avenir. Si ça vous intrigue, les détails et les préinscriptions sont disponibles sur notre site. Je reposte tout de suite le lien pour que vous puissiez découvrir cela. D'ici là, portez-vous bien. Pensez s'il vous plaît également à prendre littéralement 2 minutes pour remplir le questionnaire de satisfaction que vous recevrez aujourd'hui et qui nous aide à imaginer les meilleures conférences pricing de demain. Merci encore, excellente journée et je vous dis à très vite.